à merveille. Nous voilà, ou plutôt me voilà de retour. Nous avons vu dans la première capsule un petit peu le Moyen Âge, la première période, qui englobait un petit peu deux dynasties, les Mérovingiens et les Carolingiens. Maintenant, on va voir la deuxième partie qui comprend le Moyen Âge central, du 11e, 12e et 13e siècle, et le bas Moyen Âge, ça veut dire le Moyen Âge tardif, la fin du Moyen Âge qui est le 14e et le 15e siècle. Allez, durant son Moyen Âge classique, donc vous avez retenu que c'est le 11e, 12e, 13e siècle. Il y a une autre dynastie qui va débarquer. Cette dynastie elle s'appelle Capétien. Toujours la même chanson, comme pour les Carolingiens et les Mérovingiens. C'est un roi qu'on va retenir, Hugo Capet, et c'est de ce nom-là qu'on va appeler cette dynastie les Capétiens. Ils commencent faibles au début, mais cette dynastie va se renforcer parce que n'oublions pas qu'ils récupèrent un royaume qui est très faible, un royaume qui était des Francs qui étaient divisés en trois par rapport aux trois fils de Charlemagne, qui va reprendre et cette dynastie va reprendre et va essayer de développer par la suite. Il y a aussi des facteurs extérieurs, qui les ont aidés et qui ont aidé au, à l'émancipation et l'évolution de cette dynastie, et en l'occurrence des Francs, ce qu'on appelle aujourd'hui la France. D'abord, il y a un élément très important, c'est l'agriculture. L'agriculture, elle va se développer parce qu'on va passer de l'arère. Au début, on cultivait avec l'arère, c'est l'homme qui pousse un truc en bois pour faire des traits dans la terre et essayer de semer quelques petites graines. Ça restait toujours timide et la récolte était aussi timide, donc on ne pouvait pas nourrir bien comme il faut le peuple. Donc les gens étaient quand même sous-nourris. Je parle de l'intégralité de la majorité de la population. Bien sûr, les riches, ils mangeaient à leur faim. Mais ce n'était pas le cas de l'intégralité des gens, parce que c'était pyramidal. La masse en bas ne mangeait pas correctement et donc ne mangeait pas à sa faim. On passe de cet élément, cet instrument de culture, qui est l'arère, à un autre instrument qui s'appelle la charrue, qu'on va tirer avec un bœuf ou bien avec un autre animal, et qui va pouvoir cultiver et retourner la terre d'une manière beaucoup plus consistante et conséquente. Et donc comprenez que puisqu'il y a un animal, un autre instrument qui permet l'agriculture, c'est normal que la récolte aussi va être beaucoup plus importante. Ça, c'est du temps des Capétiens. Donc vous allez me dire, et alors, il y a plus d'agriculture. Ben, je suis désolé, c'est pas si anodin que ça, c'est pas si bête que ça. Quand vous avez une grande quantité d'agriculture, il y a une récolte qui est très importante, les gens mangent à leur faim. Donc ça contribue à quoi? Ça contribue au fait que les gens vont être plus ou moins en meilleure santé. Et c'est ce qui fait que la démographie et la population va augmenter beaucoup plus. Donc, puisqu'il y a de la nourriture pour tout le monde, et donc forcément, il y aura moins de décès, les gens mangeront bien, et on pourra voir des gens vivre plus longtemps qu'avant. Donc ça, c'est un élément capital qu'il faut, c'est le développement de l'agriculture qui, par voie de conséquence, met dans le lieu un développement démographique. Donc deux points qui sont très très liés. Il y a aussi une chose qu'on pose souvent dans les examens, c'est la naissance de la société féodale en 1095. Je vais vous noter tout ça, ce n'est pas l'appel de noter, c'est juste de comprendre ce qui apparaît ou ce qui se passe durant ce Moyen Âge central au classique. C'est la société féodale. Il y aura une mise en place d'une société féodale que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et quatrième point, qui est aussi capital et que vous devez être capable d'expliquer parce que ça peut être donné comme des définitions, c'est les croisades. On verra la naissance des croisades à partir de 1095 jusqu'à 1200 et quelques. Il y aura les croisades, ce sont des guerres. D'accord? Donc, comme promis, je vous ai dit que vous aurez tout ça noté. Je vous l'ai noté, donc c'est le plus important, c'est d'écouter, d'essayer de comprendre. Donc, je vous ai mis en rouge les deux éléments clés qui sont capitaux. Vous ne pouvez pas les négliger ni les occulter. Ce sont la société, la mise en place d'une société féodale. C'était durant le Moyen Âge classique, qu'on va expliquer tout de suite, et par la suite aussi les croisades. Alors, commençons par la société féodale. C'était un système politique qui voulait que, puisque on régnait sur un territoire énorme, on ne pouvait pas avoir la capacité de pouvoir être partout. Donc, on a trouvé un système très simple. C'est on va donner une portion ou une partie de la terre à quelqu'un qui va nous
promettre une certaine loyauté. Nous aussi, ou bien moi aussi, je vais lui promettre une certaine protection. Et lui, à travers cette loyauté et cette fidélité vis-à-vis de moi, je vais lui léguer une terre. Il va certainement me payer des taxes, donc ça va m'enrichir moi, mais lui aussi, il va pouvoir la gérer tout seul et pouvoir y vivre. Donc ce système-là, quand je passe une portion ou une partie de la terre à quelqu'un qui est en dessous de moi, parce que ça reste quand même mon territoire, ce sont des suzerains ou bien des seigneurs. Ce seigneur-là, des seigneurs, c'était la classe sociale la plus élevée. C'était souvent composé d'évêques ou bien d'hommes d'église et tout ça, parce que c'était les gens les plus écoutés, parce que leur parole était divine et qu'elle venait de Dieu. Ces seigneurs-là, ils géraient leur territoire, mais il faut savoir que ce système, le fait que je passe à quelqu'un, donc moi je suis suzerain, donc j'ai un certain territoire, je le découpe et je donne une partie à un certain autre suzerain ou bien à un autre seigneur. Mais sauf lui, il est considéré comme mon vassal. Donc le vassal, c'est quelqu'un qui est entre guillemets ou bien entre parenthèses sous ma responsabilité. C'est moi qui ai autorité sur lui parce que c'est moi qui lui a donné cette terre-là ou qui lui a légué en contrepartie de quelque chose. Donc il me doit quelque chose. C'est pour ça que je lui donne cette terre-là. Et il me devra toujours cette chose. Le jour où il ne le respectera pas, je vais lui retirer cette terre. Donc il reste mon vassal. Sauf que ce système de vassalité, il va continuer à aller de plus en plus. Progressivement, on va partir avec le même système de vassal à un autre vassal et à un autre vassal. Puisque ce seigneur-là, qui est mon vassal à moi, le premier, il va lui aussi prendre la terre que je lui ai donnée, il va la découper en petits morceaux, il va la donner à d'autres vassaux, à un autre vassal. Par exemple, les chevaliers, ce sont les guerriers. Il va leur donner une petite partie de la terre que je lui ai donnée, et le même système qu'il a fait avec moi, il va le faire lui aussi avec les chevaliers. Les chevaliers, ils vont promettre une certaine fidélité et loyauté vis-à-vis du seigneur qui leur a donné cette terre-là. Et en contrepartie, il va les protéger aussi. Les vassaux aussi, qui sont les vassaux des seigneurs, à savoir ces chevaliers-là, puisqu'ils ont ce petit territoire, cette petite terre-là, ils vont appeler des paysans pour qu'ils la travaillent par exemple. En contrepartie, ils vont pouvoir se nourrir les paysans, mais la récolte, elle va revenir aux seigneurs qui vont pouvoir tirer de l'argent pour pouvoir payer une taxe à leur seigneur, et ça remonte comme ça. Et la taxe qu'ils payent chevaliers à leurs seigneurs, ils savent aussi qu'ils ont une taxe, un petit peu d'argent à donner à leur seigneur de plus haut. Donc la pyramide peut monter jusqu'au roi, s'il est entre guillemets, le propriétaire de tout le territoire. Donc deux mots capitaux, c'est suzerain, ça veut dire quelqu'un qui détient un certain terrain, qui va le donner à un sous-suzerain, qui va être entre parenthèses son vassal. C'est ça les mots qu'il faut retenir parce que vous allez voir suzerain, 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 vous allez vous poser la question c'est quoi ça suzerain, ou bien vassal, 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 c'est quoi ce mot de vassal. Donc vous avez compris que c'est comme une sorte de hiérarchie. Moi, je suis le directeur. J'ai un directeur adjoint qui est sous ma responsabilité. Le directeur adjoint, par exemple, il va mettre je sais pas, un chef manager. Le chef manager va donner aussi une responsabilité à un manager. Le manager va donner la responsabilité à un chef d'équipe. Et le chef d'équipe, il aura des ouvriers qui travaillent chez lui sous sa responsabilité. Donc, c'est ça, comme un organigramme d'une entreprise. Voilà comment fonctionnait. Donc, le système féodal. Donc, le grand gagnant, c'était surtout le roi qui est à la tête de la pyramide, ou bien le grand seigneur. On appelait ça aussi les grands seigneurs, parce que par la suite, vous allez voir que les rois vont être faibles. Donc, les grands seigneurs qui sont en tête de pyramide, ils vont gérer ça par eux-mêmes et ils ne vont plus par la suite payer quoi que ce soit au roi, puisqu'on vous trouvez que les rois sont faibles. Ils vont gérer ça tout seuls et le système de féodalité restera comme ça avec des grands seigneurs qui donnent un petit peu de terrain aux petits seigneurs. Les petits seigneurs les donnent aux chevaliers. Les chevaliers donnent une petite terre à travailler aux paysans. Et par rapport au paiement, ça remonte dans l'autre sens. Le paysan paye le chevalier payera le petit seigneur payera le grand seigneur. Et si, comme je vous dis, le roi est fort, le grand seigneur payera au roi ou bien ça restera au niveau des grands seigneurs. Donc, voilà le système, il est simple s'il vous plaît, c'est juste cette question de vassalité qu'il faut maîtriser et le système de paiement, de loyauté que l'un
jure loyauté vis-à-vis de son supérieur et ce supérieur va lui jurer aussi protection et ainsi de suite. C'est ça le système féodal en 1995. Les croisades, ce sont simplement, comme je vous ai mis ici quelques photos. Donc les deux premières photos, vous voyez avant comment on cultivait avec juste, oui, certainement il y a un animal, mais vous voyez que il y avait qu'une seule homme avec des arrières, donc la culture était vraiment faible, alors que par la suite, regardez, on voit des roues, on voit une charrue carrément qui est tirée par un animal, un bœuf, et donc la culture est beaucoup plus rapide aussi, la semence était beaucoup plus rapide puisque le matériel est beaucoup plus pratique et, et consistant puisque il arrive à labourer plus de quantité de terre et plus rapidement. Alors qu'avant, pour faire juste un trait de 100, 200 mètres, 300 mètres, on passait beaucoup de temps. Les croisades, ce sont tout simplement des guerres que l'Église, retenez ça très important, c'est l'Église qui disait que par la voix de Dieu, euh, il y a des territoires, qui sont les nôtres et qui appartiennent à notre chrétienté à nous. Donc il faut aller les conquérir, il faut aller conquérir ces territoires. Et donc l'argument qui était donné, c'était un argument religieux. Religieux. Donc on partait à la conquête de terrain parce que sous prétexte c'était un territoire dont l'histoire, jadis, il appartenait à des gens qui appartiennent, qui faisaient partie de notre religion catholique, et donc il fallait qu'on arrive à conquérir ces terres-là. Donc il y avait plusieurs guerres, et en même temps ça profitait au roi puisqu'il agrandissait leur territoire. Bien sûr, ce sont les chevaliers qui partaient en bataille. D'accord? Donc ça, en gros, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la société féodale et les croisades. Faites attention, ce sont des définitions qui peuvent être carrément posées, que vous devez être en mesure d'expliquer. Donc, comme vous le remarquez, il y a quand même un petit peu d'évolution. Ça évolue plutôt bien. Il y a aussi un autre domaine qui va voir le jour, toujours chez les Capétiens, c'est l'architecture. L'architecture, elle va se développer puisqu'il y a beaucoup plus de travail. On remarque qu'on aura besoin de beaucoup plus d'habitations et pour que les paysans puissent se loger. Et donc, on remarquera un certain développement de l'architecture et des investissements puisque la construction, elle commence au sens propre du terme. Bon, certes, vous allez me dire, on construit encore des églises et des églises et des églises, mais la construction est différente puisqu'elle est elle est beaucoup plus, plus grande. On arrive à construire plus haut qu'avant. La cathédrale de Notre-Dame, qui est connue jusqu'à maintenant et qui est l'un des monuments historiques les plus visités au monde à Paris, donc vous la voyez. Donc notez quand même que elle est très très haute. On commence à pouvoir aller en matière d'architecture, en matière de construction, beaucoup plus haut qu'avant, alors qu'avant c'était beaucoup plus transversal. Maintenant, les constructions sont beaucoup plus verticales, avec des poutres, avec des fenêtres qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus grandes, et avec des arcs, comme vous le remarquez ici. Ça, c'est ce qui touche un petit peu tout ce qui est relation. Il y aura une autre plutôt vidéo où je vais vous parler de l'art, parce que c'est quand même le module Histoire des idées et de l'art. Ici, restons concentrés juste sur la politique. Il y aura une autre vidéo sur l'art où vous allez comprendre tout ça. Bon, donc, bref, l'architecture commence. Comme je vous ai dit, il y a du commerce qui commence à se lancer. On commence à marchander avec l'agriculture, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi. Donc, il y a quand même une certaine évolution et une certaine amélioration du quotidien des gens.
Voilà, donc toujours en rouge, je vous ai mis deux mots aussi clés. C'est cette urbanisation. Moi, je les qualifie d'urbanisation parce que quand vous commencez à construire des maisons et tout ça, à part les églises, donc je suis désolé, c'est de l'urbanisation. Mais l'urbanisation vient aussi parce qu'il y a des commerces. Vous remarquez ici sur la photo qu'il commence à avoir des petits bâtiments. Il y a des marchés qui se mettent en place parce qu'il y a bien sûr surtout l'agriculture qui se développe. On commence à vendre et à acheter. Et c'est pour tout pour le bonheur du peuple. Voilà. On passe maintenant, ça c'était le Moyen Âge classique. Donc retenez ça quand même, quand la majorité des évolutions c'était concernant le Moyen Âge classique. Euh, le Moyen Âge, comme on l'appelle, tardif ou bien bas Moyen Âge, ça veut dire c'est la fin du Moyen Âge, hein, c'est le 14e et le 15e siècle. Le Moyen Âge tardif, toujours chez les Capétiens, donc il connaît quand même ce 14e et 15e siècle, il connaît quelques problèmes, c'est pas mineur, hein, c'est quand même quelque chose qui a son poids et qui sont des problèmes majeurs. Et en plus de ça, c'est une suite d'événements, c'est pas juste un. D'abord, il y a le climat, on connaît une période très froide, c'est une période très froide, donc vous allez me dire automatiquement s'il y a un froid glacial qui passe quelques années, il va impacter quoi à votre avis? La première chose, eh ben, la première chose qui va impacter, c'est bien sûr l'agriculture. L'agriculture, pardon. Comme l'agriculture est impactée, donc automatiquement, qu'est-ce qui va être aussi impacté? C'est les récoltes. Les récoltes, avec ces baisses de récoltes, puisqu'il y a ce froid-là, donc on en commence à avoir, à connaître un petit peu de famine, les gens ne mangent plus à leur faim et ils commencent à peiner de tout ça. Deuxième chose, comme un malheur ne vient jamais seul, il y a aussi une maladie qui est très connue dans l'histoire, qui s'appelle la peste noire. Mais sauf que c'était une peste qui était beaucoup plus terrible et beaucoup plus ravageuse que ce qu'on a connu nous durant la période du Covid. Les dégâts humains surtout qu'a causé le Covid n'arrivent pas à la cheville de, de, de la peste noire. Donc elle décime quand même une certaine population assez importante euh, qui connaîtront bien sûr des décès. Il y a aussi ce qu'on appelle, puisque on est dans une situation financière difficile avec la peste, avec le refroidissement, le système politique ne cherche pas une solution beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine. Il commence à rajouter en plus de taxes, c'est ce qu'on appelle la jacquerie, une taxe sur les paysans. Donc c'est comme vous, si vous voulez dire, en bas de la pyramide que je vous ai montré tout à l'heure euh, du système féodal, on surtaxe encore plus les paysans, donc ils n'en peuvent plus parce que la base de la pyramide, c'est là où il y a le plus de peuple et on les surtaxe encore plus. C'est ce qu'on appelle sous le nom de la jacquerie. En 1358, comme je vous ai noté par ici. Donc vous me dites tous ces éléments-là, et alors qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis désolé, quand vous avez ça, vous avez une taxe. Déjà, le peuple, il meurt de famine du refroidissement. Il y a la peste noire, et de surcroît, vous rajoutez une taxe, donc ça ne peut pas déboucher sur quelque chose de reluisant. Bien sûr, ça finirait par révolter le peuple. Un autre truc qui se produit, c'est aussi une guerre qui n'en finit pas. C'est très connu, la guerre des Cent Ans. Regardez combien d'éléments négatifs se produisent durant le Moyen Âge tardif. On a dit la peste noire, on a dit la jacquerie, ça veut dire la taxe qui augmente. On a aussi dit le refroidissement. On a aussi parlé ici, il y a une guerre de 100 ans avec l'Angleterre qui ne finit pas. On est en guerre depuis 100 années contre l'Angleterre, qui détruit aussi le peuple parce que non seulement il y a des soldats qui meurent, mais il faut nourrir ces soldats, il faut les prendre en charge, donc il faut de l'argent, donc vous surtaxez encore plus l'argent, les gens plutôt, pour pouvoir financer ces guerres-là. Donc tout ça ne joue pas du tout en faveur du peuple. Il y a aussi euh, l'Église qui est impactée par tout ça, parce qu'elle n'accepte pas cette situation. On commence à avoir des divergences, des différends dans l'Église,
où elle va y avoir différents papes. Imaginez une seule église, une seule religion plutôt, mais chaque pape va être nommé dans un endroit seul. On ne retrouve plus cette église regroupée avec un seul pape qui est reconnu par tout le monde. Mais là, on va commencer à tergiverser en nommant des papes à droite et à gauche, au point où on se retrouve avec trois papes différents. Le seul élément positif, si vous voulez, c'est l'invention d'une imprimante. Bon, vous allez me dire c'est banal, je vous dirais, je suis désolé, non, pour la simple raison que vous imaginez ce que c'est que l'imprimerie dans ce temps-là. Tout ce qui est intellectuel était réservé à la classe noble, parce qu'il fallait vraiment faire les choses manuscrites. Alors, imaginez, vous avez une imprimante qui peut imprimer plein de trucs. Donc, ça veut dire que la connaissance maintenant, elle va commencer à toucher la masse. Et donc, admettez quand même que si elle touche la masse, donc ça veut dire que tout le monde peut avoir accès au savoir, tout le monde peut avoir accès à l'information. Donc, ce n'est pas juste les nobles qui vont être instruits, mais bien toute la population qui pourra commencer à savoir ce que c'est que lire, ce que c'est que des informations sur ce qui se passe dans le monde. Et donc, malheureusement, il y a eu certes la reprise du pouvoir parce que tous ces éléments, certes, sont négatifs à part l'imprimante, qui est quand même un élément positif, et aussi le développement de l'agriculture, mais ces petits enchaînements d'événements négatifs, comme je vous l'ai dit, et en l'occurrence, la guerre, la division de l'Église, le refroidissement du climat, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, la peste noire, la jacquerie, les taxes, ils vont conduire à une certaine révolte. Donc la reprise du pouvoir par un certain euh, Charles VIII, grâce à Jeanne d'Arc, qui est très connue aussi, Jeanne d'Arc, qui va mener une bataille, qui va rêver comme quoi le roi a repris le pouvoir en France et qu'il a réussi à battre les Anglais. Et c'est ce qui va passer. Donc l'histoire semble complètement invraisemblable, mais c'est pas par hasard que tout le monde connaît Jeanne d'Arc. C'est une histoire vraie. Sous prétexte qu'elle a fait un rêve, va aller jusqu'au roi, lui faire transmettre ce rêve-là. Elle va mener des batailles avec des soldats et elle va réussir vraiment à euh, évacuer les Anglais et à les faire chasser de territoire français. Et le roi Charles VIII va prendre le pouvoir, bien sûr, et remettre en place un certain royaume. Donc, puisque c'est le peuple a pris du pouvoir, ou plutôt a pris du poids, comprenez que les choses commencent à changer. Je vous ai dit que c'était pas banal l'information qui commence à arriver à tout le monde avec l'imprimante. Donc ce sont des petits éléments-là qui vont donner ou bien ouvrir la porte ouverte à une nouvelle ère, à un nouveau mouvement qui s'appelle, j'imagine que vous avez deviné, c'est la Renaissance qui va prendre place et qui va faire une coupure avec ce Moyen Âge obscur où seulement les nobles vivaient dans le faste pendant que les peuples mouraient de faim. Là, le peuple a pris le pouvoir par cette femme qui s'appelle Jeanne d'Arc, qui a réussi à mener le roi jusqu'à son trône et à le faire baptiser roi de France. Et l'imprimerie aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde maintenant peut accéder à l'information. Euh, le peuple commence à prendre du pouvoir, commence à avoir les yeux qui s'éclairent, comment se passe le monde. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, avec ce petit nom qui, mine de rien, signifie beaucoup de choses, c'est comme une sorte de renaissance. Ça veut dire que les hommes, on était comme des morts vivants durant le Moyen Âge, alors que là, on est en train de renaître, puisqu'on va commencer à savoir, à comprendre le monde, à savoir, à avoir de l'information, à accéder au savoir, à demander nos droits, à avoir un petit peu plus de liberté, à agir autrement qu'avant. Voilà donc vous remarquez quand même qu'il y a pas mal de bouleversements qui vont se passer. Certes, c'est pas grandiose en matière d'invention et d'imagination parce qu'il y aura d'autres siècles où on inventera beaucoup de choses, mais
Vous avez compris pourquoi cette période-là est appelée vraiment Moyen Âge, euh, parce que elle était vraiment sombre et les peuples étaient réduits à se battre pour subvenir à leurs besoins et se nourrir. Et voilà, j'arrive je touche plutôt à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop rapide pour vous. Vous avez le temps de la revoir doucement, mais au moins sur le plan politique, vous comprenez comment se sont mis en place ces trois dynasties. Les Capétiens vont durer encore très longtemps après le 15e siècle, mais vous savez un petit peu comment l'histoire s'est déroulée durant ce Moyen Âge, et quels sont les différents changements. N'oubliez pas que durant le 11e, 12e et 13e siècle, il y a les éléments dont je vous ai parlé qui sont importants à citer. Retenez aussi, soyez capable de rédiger un tout petit texte sur la société féodale, mais aussi sur ce que c'est que maintenant les croisades. Vous avez compris que le but, c'était de conquérir des terrains avec un prétexte ou argument religieux. Et j'espère vous retrouver pour une troisième vidéo. Cette fois-ci, on va traiter le Moyen Âge sous un angle beaucoup plus artistique. On va essayer de parler un petit peu de la musique, la littérature, l'architecture et la peinture. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire un grand merci. La phrase magique, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si toutefois vous avez estimé qu'elle était assez intéressante, cette vidéo. Et je vous souhaite bon courage pour la suite.